bienvenue dans cette nouvelle exploration signée All Sorts Podcast. Aujourd'hui, on part à l'aventure avec des robots un peu spéciaux. Oui, ceux qui vont là où c'est, disons, compliqué pour nous. Les environnements extrêmes. Exactement. On a regardé pas mal de sources, des articles techniques, des perspectives de recherche pour voir comment ça marche. Et extrême, ça veut dire beaucoup de choses, hein. On parle de produits chimiques toxiques, de températures folles, genre moins 150 degrés Celsius sur la Lune, ou plus 120 degrés Celsius. Waouh! Ouais, mais aussi la haute pression, les radiations, le vide spatial, la poussière abrasive comme sur Mars. Sans oublier les zones confinées, les matériaux inflammables. Tout à fait. On trouve ça dans certaines industries comme le soudage, le traitement chimique, mais aussi sur des sites de catastrophes, dans l'espace bien sûr, au fond des océans. Ou dans les zones polaires, les mines, le nucléaire, même les volcans ou les glaciers. Voilà, des endroits variés, mais toujours hostiles. Notre mission aujourd'hui, Comprendre pourquoi on y envoie des robots, quels sont les défis et surtout quelles solutions ingénieuses on a trouvées. Alors comment ces machines affrontent-elles le danger? le premier avantage, c'est évident, non? La sécurité. Ah oui, clairement. Éloigner les humains du danger. Que ce soit pour manipuler des matières dangereuses, travailler en hauteur ou dans les espaces confinés. Ça réduit drastiquement les risques d'accidents du travail, j'imagine. Exactement. Mais il n'y a pas que ça. La productivité aussi, c'est un point clé. Ces robots peuvent bosser 24h24, 7 jours 7. Même dans des conditions infernales, comme une chaleur intense. Précisément. Ça augmente ta production, ça réduit les temps d'arrêt. C'est un gain d'efficacité énorme. Et la précision, j'imagine qu'un robot ne fatigue pas comme un humain pour des tâches répétitives. Tout à fait. Pour de l'assemblage fin, du soudage de haute qualité, la répétibilité est parfaite. Moins d'erreurs humaines, une qualité constante. Grâce à des capteurs pointus, de l'IA, de la vision artificielle, ils voient et analysent pour agir. C'est ça. Et puis, il y a les applications très spécifiques, comme les interventions en cas de catastrophe. Ah oui, Comme quoi, par exemple? utiliser des drones pour évaluer rapidement les dégâts après un séisme, par exemple. Ou envoyer des petits robots pour chercher des survivants dans des décombres. Ils peuvent aussi livrer des fournitures essentielles, surveiller l'environnement, décontaminer. Exactement, ils sont vraiment en première ligne dans ces situations critiques. Ok, donc les avantages sont clairs, mais ça ne doit pas être simple d'envoyer une machine dans un volcan ou sur Mars. Quels sont les obstacles les plus coriaces? La liste est longue. D'abord, l'environnement lui-même. C'est l'ennemi numéro un. Les radiations, par exemple, peuvent endommager l'électronique, la rendre folle. Et les températures extrêmes dont on parlait? Ça va être un casse-tête pour les composants? Absolument. Il faut une gestion thermique très pointue pour refroidir ou réchauffer selon le cas. Et la poussière. Sur la Lune ou Mars, elle est fine, abrasive. Elle s'infiltre partout et peut tout bloquer. Sans parler de la pression dans les fonds marins. Ou la corrosion due aux produits chimiques, l'encrassement. C'est une agression constante. Et puis, il y a le problème du contrôle, non? Si le robot est à des millions de kilomètres. Exactement. Le délai de communication avec Mars, c'est parfois 20 minutes aller-retour. Impossible de télécommander en temps réel. Donc il faut qu'il soit autonome, qu'il se débrouille tout seul. Voilà. C'est le besoin critique d'autonomie. Navigation, prise de décision, tout ça repose sur l'intelligence artificielle embarquée, des algorithmes robustes. Mais vous disiez que l'électronique résistante aux radiations est moins puissante. C'est un paradoxe. C'en est un. Trouver le bon équilibre est difficile. Et puis, il y a l'énergie. Les batteries, ça ne dure pas éternellement. Alors comment on fait? Panneaux solaires, Oui, quand c'est possible. Mais il faut aussi des solutions de recharge, de récupération d'énergie. Peut-être même un jour des piles à combustible microbiennes, qui sait? et juste se déplacer. Sur du sable, de la neige, des débris, ça doit être compliqué. C'est un défi majeur de locomotion. Il faut pouvoir franchir des obstacles, naviguer sur des terrains très variés. Et la manipulation aussi. Attraper des objets avec des bras robotiques, parfois avec délicatesse. Et enfin, j'imagine qu'ils doivent être solides, ces robots. Extrêmement. La durabilité, c'est crucial. L'usure est rapide dans ces conditions. Il faut des matériaux très résistants, peut-être même auto-réparants à l'avenir. Une conception modulaire aussi, pour faciliter la maintenance. Oui, pour pouvoir remplacer un module défaillant plus facilement. Bon, ça fait beaucoup de défis quand même. On pourrait penser que c'est presque insurmontable. Mais l'ingéniosité humaine est là, et parfois elle regarde du côté d'eux. La nature. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la robotique bio-inspirée. C'est un domaine fascinant. On ne cherche pas juste à copier la forme d'un animal. Non, on essaie de comprendre comment il fait, comment un gecko adhère au mire, comment un poisson sent les mouvements de l'eau dans le noir. Ah, d'accord.
c'est le principe fonctionnel qu'on essaye de répliquer. Exactement. Pour la locomotion, grimper, nager, voler, marcher sur différents terrains. Pour la manipulation avec des robots plus souples, comme une trompe d'éléphant ou un tentacule. Pour les capteurs aussi, Et ça peut améliorer l'efficacité énergétique? potentiellement oui. Et on imagine même des robots biodégradables pour minimiser l'impact sur les écosystèmes qu'on explore. C'est une perspective intéressante pour la conservation alors. Oui, un exemple très concret et réussi, ce sont les Sail Drones Explorer. Les quoi? Des sortes de voiliers robots autonomes qui utilisent le vent et le soleil pour l'énergie. Ah oui, j'en ai entendu parler. Pour l'exploration océanique? Exactement. En 2019, il y a eu une mission NASA-ZOA en Arctique. Ces Sail Drones ont exploré la zone où la glace fond, collectant des données climatiques super importantes en temps réel. Et ils ont tenu le coup dans ces conditions extrêmes? Oui, même après avoir heurté de la glace. C'était assez impressionnant. Et les données sont publiques, accessibles. Génial. Est-ce qu'il y a d'autres approches innovantes? On explore aussi beaucoup la robotique en essaim. En essaim? Comme des abeilles? Un peu l'idée, oui. Plusieurs petits robots qui collaborent pour une tâche plus grande, comme cartographier une zone étendue ou surveiller un périmètre. C'est plus résilient. Si un robot tombe en panne, les autres continuent. Intéressant. Et les matériaux? Si on travaille sur des matériaux adaptatifs, qui changent de propriété selon les besoins, ou capables de s'auto-réparer. Et bien sûr, l'IA continue de progresser pour rendre les robots encore plus adaptables aux situations imprévues. Bon, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Ces robots sont clairement essentiels pour aller explorer ou travailler dans des environnements extrêmes. C'est une question de sécurité, d'efficacité, de découverte. C'est ça, malgré des défis techniques et environnementaux qui sont énormes. Mais l'innovation, et notamment cette inspiration venue de la nature, ouvre des perspectives vraiment fascinantes. Ce qui est fascinant ici, je trouve, c'est de voir à quel point ces technologies ont un impact large. Pour la science fondamentale, comprendre le climat, chercher des traces de vie ailleurs. Pour l'industrie, pour notre sécurité civile en cas de catastrophe. Et même pour la conservation de la nature, comme on l'a vu. Tout à fait. Et ça souligne l'importance de faire travailler ensemble des gens de disciplines différentes. Ingénieurs, biologistes, climatologues, les utilisateurs finaux. Et bien sûr, il y a toujours la question du coût et de l'accessibilité de ces technologies. C'est vrai. Une dernière petite réflexion pour nos auditeurs. Maintenant qu'on développe des robots capables de survivre là où nous, on ne tiendrait pas une minute, quelle pourrait être la prochaine étape, la prochaine frontière? Bonne question. Peut-être qu'il ne s'agisse plus seulement de résister à ces environnements hostiles, mais d'imaginer des robots capables de s'y intégrer, d'interagir avec eux de manière bénéfique, que ce soit sur Terre, sous l'eau ou même sur une autre planète. Qu'en pensez-vous? C'est une perspective vertigineuse, mais passionnante. Des robots non plus seulement explorateurs, mais peut-être gardiens, collaborateurs de ces écosystèmes. Voilà, matière à réflexion. Cette exploration vous a inspiré? Pour d'autres voyages au cœur du savoir, rejoignez la communauté All Source Podcast sur YouTube. Chaque vidéo est une étincelle pour l'esprit. Abonnez-vous, offrez-nous un j'aime et partagez cette curiosité. Explorez nos archives pour démêler d'autres fils du monde complexe qui nous entourent. Et pour nos trouvailles quotidiennes, suivez All Source Podcast sur X, Instagram et Threads. Ensemble, continuons d'explorer. Merci de votre écoute.